Voilà. Donc sur ce grand 2, déjà, pour le recadrer un peu dans le cours, hein, de manière générale, on va étudier le monde ouvrier, et sa progression, et ensuite on va se demander l'année prochaine, est-ce qu'il est en voie de disparition? Alors, on est bien sur l'étude des structures économiques et des structures sociales, puisque ce développement du monde ouvrier, il correspond bien au développement de l'industrie, à ce qu'on appelle l'industrialisation. Et on va voir comment est-ce que l'industrialisation a, a contribué à créer, à fabriquer, à façonner ce monde ouvrier. Et c'est bien aussi l'évolution des structures sociales, puisque ce monde ouvrier, c'est la construction, le développement d'un groupe social que certains auteurs, alors évidemment Karl Marx que j'ai cité dans le cours en particulier, que certains auteurs ont considéré comme une classe sociale. Euh, Évidemment, cette notion de classe sociale, elle est fortement débattue, elle est toujours très discutée par les économistes et les sociologues aujourd'hui comme elle l'était hier. Mais c'est vrai qu'on va voir ce groupe social, hein, constitué par les ouvriers, euh, a certains traits, a certaines caractéristiques qui peuvent permettre de le définir comme une classe sociale. Bon, j'ai commencé par proposer une définition de ce qu'on pourrait appeler le monde ouvrier, puisque c'est vraiment une expression qu'on retrouve souvent dans les articles, dans les journaux ou même dans les manuels, sans parfois que ce soit clairement expliqué. Donc, un monde, qu'est-ce que c'est? Bah, un monde, c'est un ensemble de lieux euh, clairement définis dans lequel vivent une communauté qui elle-même est assez clairement délimitée. Donc, faire partie d'un monde, avoir son monde, hein, c'est être capable de s'identifier en tant que nous dans des lieux qui sont particuliers et s'opposer à un eux, à une altérité qui est différente. Donc le monde ouvrier, ce sont les groupes ouvriers, la communauté ouvrière qui vit dans ces lieux spécifiques, dans son habitat spécifique, dans ses quartiers spécifiques, qui travaillent dans des endroits spécifiques, et tous ces endroits étant différents de ceux que fréquentent les autres, et cela permet de développer du coup des sociabilités particulières, hein. Les ouvriers se rencontrent dans ces lieux particuliers, ils ont leurs loisirs dans ces lieux particuliers, ils ont leur vie dans ces lieux particuliers. Et donc ils développent, on pourrait le dire, une forme de petite société ouvrière qui n'est pas complètement qui n'est pas complètement pardon, à l'écart, hein, de la société dans son ensemble, mais qui forme un sous-ensemble assez homogène, un monde ouvrier assez homogène. Hein, voilà un peu ce que c'est que le monde ouvrier. Alors, c'est un monde ouvrier, du coup, qui s'est développé au XIXe siècle, au fur et à mesure que l'industrialisation progressait. Donc, croissance des effectifs ouvriers, je vais pas insister beaucoup, en tout cas pour le moment, puisque là c'est très descriptif, hein, c'est expliqué que bah, depuis le XIXe siècle, les effectifs ouvriers progressent, et en plus le document que j'ai sélectionné euh, rappelle en fait, porte plutôt sur cette partie du cours, hein, donc croissance des effectifs ouvriers. Alors, partout dans les pays qui s'industrialisent, avec des rythmes certes un peu différenciés, mais on a une vraie croissance industrielle qui s'accompagne d'une croissance des effectifs ouvriers. Euh, les effectifs ouvriers, en fait, ils progressent de manière continue finalement. Alors, certes avec des rythmes différents, mais les effectifs progressent de manière continue au XIXe siècle et presque tout au long du XXe siècle, en tout cas jusqu'à la fin des Trente Glorieuses dans les pays développés à économie de marché. Et ça s'explique vraiment par cette transformation de la structure économique qui est l'industrialisation de plus en plus forte, de plus en plus présente des économies. Donc, définition du monde ouvrier, croissance d'effectifs ouvriers, là c'est pas tellement une idée, c'est plus un constat, une description. Alors là, ce paragraphe sur la construction d'une classe ouvrière est plus long puisque il nécessite de se rappeler ce qu'on entend par classe sociale. Donc je l'ai rappelé rapidement, on l'avait aussi vu dans le chapitre 2, mais on peut dire qu'une classe sociale, c'est un groupe d'individus, d'une société qui partagent des points communs objectifs. Alors ces points communs, c'est le revenu, ça peut être les conditions de travail, ça peut être les lieux d'habitat, ça peut être la manière de consommer. Donc un groupe d'individus qui partagent des conditions communes objectives, qui partagent des traits communs objectifs. Ça, c'est la classe en soi, d'après Marx. Et cette classe devient vraiment une classe sociale au sens plein lorsqu'elle prend conscience de sa communauté
de vie quelque part et sa communauté d'intérêts et qu'elle se mobilise pour défendre ses intérêts. Elle devient alors une classe pour soi. Bon, j'espère que sur cette définition de classe sociale, qui en plus relève du programme du secondaire, il n'y avait pas trop de difficultés. Alors, question du coup, ok, mais c'est quoi les caractéristiques de la classe ouvrière? Comment est-ce qu'on pourrait les définir? Alors, vous vous rappelez peut-être, hein, on avait déjà vu ça un peu avec Maurice Halbach, le sociologue français qui est un des disciples de Durkheim. Donc, je vous ai remis son nom ici et la référence, vous irez revoir dans le chapitre 4, hein. C'est un livre qui s'appelle La classe ouvrière et les niveaux de vie et qui date de 1912. Hein, La classe ouvrière et les niveaux de vie, qui date de 1912. Et un ouvrage, vous rappelez-vous, il étudiait l'évolution de la structure de consommation des ouvriers au moment où leur revenu augmentait. Et il constatait que bah, même lorsque leur revenu augmente, les pratiques de consommation des ouvriers restent finalement restent calquées sur l'ancien revenu, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'inertie dans les pratiques de consommation, donc dans le mode de vie ouvrier, et même lorsque le revenu augmente un peu, bah, les ouvriers ne quittent pas tellement leur mode de vie, ils restent quelque part accrochés à leur mode de vie. Et rappelez-vous, on l'avait vu notamment pour les dépenses alimentaires, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les ouvriers ont du mal finalement à abandonner une alimentation qui est un peu roborative, un peu riche, très grasse, qui permet au corps de l'ouvrier de tenir à l'usine, alors même que l'augmentation du revenu pourrait lui permettre d'avoir une alimentation qu'on qualifierait aujourd'hui de plus équilibrée ou de meilleure qualité. Euh, donc ça c'est un aspect. Je vous ai mis un document, le document 29, qui est vraiment un document que vous pouvez consulter avec intérêt, il est écrit par un historien anglais qui est vraiment spécialiste de la classe ouvrière, hein, Eric Hobsbawm, et lui qui explique bien que, voilà, en dehors donc de ces pratiques alimentaires, on peut aussi voir dans certains lieux particuliers, dans certains sports même particuliers, les traces d'une culture commune des ouvriers, hein, comme le fait d'aller au café après le travail pour les hommes qui sortent de l'usine et qui du coup ici se rencontrent, discutent tout le temps des mêmes choses et créent une forme de culture commune. Évidemment, s'il y a des questions dans tout ce que je raconte, vous m'arrêtez. Bref, culture commune euh, qui aurait tendance en fait à s'estomper, mais on en rediscutera lundi, peut-être à partir des 30 glorieuses, puisque les ouvriers vont progressivement avoir des pratiques de consommation qui vont les rapprocher de la moyenne des Français. Et alors, dès lors que leur consommation se rapproche de la structure moyenne des Français, on va parler de la moyennisation aussi dans les semaines qui viennent, leur mode de vie devient moins particulier, moins spécifique, moins caractéristique, et donc la culture ouvrière aurait tendance à s'estomper un petit peu. Alors, donc, dans donc la définition de classe sociale, il y a ce mode de vie qu'il faudrait identifier, ces caractéristiques qui constituent le mode de vie ouvrier. Alors certes, les historiens essaient de trouver des points communs dans les loisirs, dans la consommation des ouvriers, et en fait on y arrive assez bien. C'est vrai que en raison de leur proximité dans le travail et dans l'habitat, les ouvriers partagent beaucoup de choses. Ce qu'ils partagent surtout, c'est, on pourrait dire, une éthique de la lutte. Hein, dans la représentation collective, les ouvriers sont souvent identifiés à un groupe social et donc du coup sans doute à une classe sociale qui est capable de fortement se mobiliser pour défendre ses intérêts. Et cette mobilisation collective des ouvriers, cette représentation collective des ouvriers, elle se construit au XIXe siècle. Alors là, c'est un paragraphe qui est vraiment plus de connaissances, un peu descriptif aussi, hein, mais pour bien montrer quels ont été tous les outils de représentation collective, de mobilisation collective des ouvriers qui se sont construits au XIXe siècle. Mais normalement, vous les connaissiez déjà un petit peu, et disons qu'il y a deux outils principaux, hein, de mobilisation et de représentation collective, le syndicat, ou les syndicats, d'une part, le parti politique, les partis politiques, d'autre part. D'accord? Le syndicat, c'est une organisation de travailleurs. Elle défend les intérêts des ouvriers auprès des entreprises et auprès des représentants politiques, hein, des gouvernants politiques. Le parti politique, c'est une autre optique, hein. Le parti politique, c'est l'idée d'être
un jour d'accéder au pouvoir pour pouvoir transformer la société. Et évidemment, si on est un parti qui représente les ouvriers, l'objectif serait de transformer la société au bénéfice de la classe ouvrière, hein, du groupe des ouvriers. Donc ce sont quand même ces deux outils de représentation différents. Par ailleurs, je rappelle, mais ça vous l'avez vu, alors je sais que c'est un chapitre que les terminales n'aiment pas trop, mais vous l'avez normalement un peu vu sur le chapitre, dans le chapitre sur communisme, socialisme et syndicalisme en Allemagne, qui est au programme d'histoire de terminale. Euh, les ouvriers et les représentants des ouvriers ont hésité, euh, sans doute au moins jusqu'aux Trente Glorieuses, hein, ont hésité entre deux stratégies, deux lignes de conduite hein, dans la défense des intérêts ouvriers, soit une perspective révolutionnaire, dans laquelle l'idée est de renverser le capitalisme, renverser l'ordre établi au bénéfice du monde ouvrier, en fait au bénéfice de l'ensemble de la société, mais en particulier du monde ouvrier. Donc ça c'est l'optique révolutionnaire, incarnée par exemple en France par la Confédération Générale du Travail, hein, qui est créée en 1895. Ou alors vous avez une optique qui est ce qu'on appelle réformiste. Et les réformistes, eux, considèrent que l'objectif principal pour les ouvriers, c'est surtout d'améliorer toujours plus, tant que c'est possible, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de revenus des ouvriers, sans forcément chercher à renverser la société et l'ordre capitaliste, essayer d'améliorer euh, les, les conditions de travail des ouvriers. Donc en Allemagne, euh, vous savez, c'est une histoire un peu particulière. Donc encore une fois, normalement, vous l'avez un peu vu l'année dernière, puisque longtemps les syndicats et partis socialistes ont été, alors socialistes et ouvriers hein, au XIXe siècle, sont des termes, parti socialiste, parti ouvrier, sont des termes très proches. En Allemagne, les partis socialistes et les partis qui représentaient les ouvriers hein, ont été, euh, ont été interdits pendant une bonne décennie, de la fin des années 70 à 1878, jusque dans les années 1890. Donc c'est une histoire un petit peu particulière, normalement, que vous avez un peu vu l'année dernière. Et je vous ai mis aussi donc le cas de l'Angleterre et le cas de la France. Donc vous me dites hein, s'il y a des questions, puisqu'il y avait quand même un peu de vocabulaire technique là-dedans. Il y a des choses qui sont peut-être pas évidentes à comprendre. Donc vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions maintenant ou plus tard sur cette partie, alors qui est un peu descriptive, mais j'ai dû être forcément très synthétique hein, pour éviter de surcharger le cours. Donc voilà, ces partis qu'on appelle ouvriers, ces partis qui représentent les groupes ouvriers, vont vraiment s'installer massivement et durablement dans les démocraties des pays développés euh, pendant tout le XXe siècle, hein. Le Parti communiste français, qui est apparu en 1920, il faisait en général entre 25 et 30% des... Il réunissait pardon, entre 25 et 30% des suffrages pendant la Quatrième République, hein, donc entre 1946 et 1958. C'était un parti politique de masse et qui comptait vraiment dans le paysage politique français. Donc ce sont des partis, ce sont des syndicats qui s'installent durablement, hein, ce que j'ai noté, dans les démocraties et qui pèsent du coup sur les débats. Et d'ailleurs le résultat, on en a parlé dans les cours précédents, dans les séances précédentes, pardon. Le résultat de cette mobilisation massive des ouvriers, de ce poids politique des ouvriers et de leurs partis et de leurs syndicats, bah, c'est l'adoption de lois sociales de plus en plus généreuses dans les pays industriels au XIXe siècle, puis au XXe siècle. Euh, vous irez revoir ça, mais on pense aux lois sur les enfants, puis aux lois sur le repos hebdomadaire. En France, hein, c'est en 1906. La loi sur la journée de 8 heures, qui est adoptée en France en 1919. Les congés payés, adoptés en 1936. Je parle toujours là du cas de la France, etc., etc. D'accord, mais ça aussi dans le manuel, hein, ce sont des choses qui sont évoquées. Voilà, alors ces deux parties-là que je viens d'évoquer, c'est-à-dire à savoir un mode de vie ouvrier, point d'interrogation, et une représentation collective ouvrière, ces deux parties confirment l'idée que les ouvriers forment une classe sociale, puisqu'ils ont un mode de vie commun
et ils ont une représentation politique commune qui leur permet de défendre leurs intérêts. Mais j'ai passé quand même un court moment dans la troisième page là, que je vous ai envoyée à montrer que cette idée d'une unité du monde ouvrier, elle devait quand même être nuancée. D'une part parce qu'en termes de conditions matérielles, donc de conditions objectives, de travail, de revenus, d'habitat, etc., il y a malgré tout une diversité des ouvriers, hein, et le document 31, c'est le document de Villermé, hein, cette fameuse étude sur les paysans, les ouvriers en Europe, euh, sur le tableau des ouvriers. Lui montre bien, alors là il s'intéresse à une région de l'Est de la France, que bah, même dans une région française, finalement il y a des ouvriers qui sont à l'usine et qui sont dans des situations très difficiles, puis il y a des ouvriers qui sont encore un peu dans la proto-industrialisation et qui n'ont pas une vie facile, mais qui n'ont pas à subir le contrôle et les horaires rigoureux de l'usine. Et puis il y a des ouvriers qui s'en sortent encore un petit peu mieux, etc. Euh, donc voilà, en termes de conditions de vie et de conditions de travail, les ouvriers ont toujours été un peu divisés. J'ai noté aussi là que pendant les Trente Glorieuses, entre OS et OQ, vous aviez deux groupes qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. OS, c'est ouvrier spécialisé, donc c'est vraiment le travailleur à la chaîne qui fait une seule chose. OQ, c'est ouvrier qualifié, c'est souvent de plus en plus ceux qui s'occupent des machines, des réparations, de l'entretien des machines. Ils sont beaucoup plus formés, beaucoup plus qualifiés, ont un revenu qui est supérieur, et donc ces deux groupes n'ont plus forcément les mêmes intérêts. Voilà. Et rappeler aussi que bah, le monde ouvrier a souvent été, oui, bousculé, en tout cas questionné, par l'arrivée de migrants, d'immigrants, et que ça s'est pas toujours très bien passé, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que la classe ouvrière internationale telle que Marx l'a pensée, elle existe. Lorsque les immigrés arrivent pour effectuer du travail ouvrier, ça ne se passe pas toujours de manière très accueillante, hein, de la part des ouvriers nationaux. Je prends le cas de la France par exemple, hein, des ouvriers français n'accueillent pas toujours d'un très bon œil des ouvriers immigrés, parce que ces ouvriers immigrés ont tendance à accepter des salaires plus faibles et donc à diviser les ouvriers eux-mêmes. Et dans les années 30 en France, vous aviez des tracts de la CGT, donc du principal syndicat ouvrier, qui réclamait l'arrêt de l'immigration parce qu'il n'y avait plus de travail, voire le départ des immigrés qui étaient arrivés pour travailler, parce qu'ils prenaient la place, hein, déjà c'était un thème qui existait à l'époque, parce qu'ils prenaient la place des travailleurs français. Et ça venait pas d'un parti d'extrême droite, hein, ou d'une organisation d'extrême droite, ça venait de la CGT, donc qui représente les ouvriers. Voilà, bon, j'ai voulu faire ça rapidement, mais finalement ça prend quand même un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais pas forcément parcourir les documents, donc je vous laisse l'initiative des questions sur les documents de cours s'il y en a. Je vais vous laisser peut-être une minute là pour souffler un peu et voir si vous avez des questions sur le cours ou sur les documents. Et ensuite, on passe ensemble à l'examen d'un document qui est assez simple pour terminer. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous propose ce document. Si, alors je vais pas faire les mêmes erreurs qu'hier, je vais d'abord effectivement présenter le document et puis je vais préciser effectivement en quoi il est intéressant, qu'est-ce que vous pouvez essayer d'en retenir euh, pour vos futurs travaux, pour vos dissertations, etc. Alors, c'est un document, donc je vais vous montrer la source
qui est en bas du document. C'est un document qui est issu, enfin qui est tiré du livre de Paul Béroc. Alors c'est un auteur que normalement maintenant vous devez connaître, puisque c'est un auteur qu'on avait déjà vu, il considère que la révolution industrielle a été rendue possible par la révolution agricole, par les progrès dans l'agriculture, hein, puisque ces progrès dans l'agriculture ont permis d'augmenter les revenus des paysans et donc de favoriser la demande, et en plus que les gains de productivité dans l'agriculture ont libéré des travailleurs qui ont pu alimenter la main-d'œuvre industrielle. Bon, ça, Paul Béroc, vous devez normalement maintenant un peu le connaître. Alors, donc là, c'est tiré de Victoire et des Boires, un ouvrage qu'on peut citer seulement comme ça, Victoire et des Boires, et qui date de 1997. Donc, il fait une histoire longue des structures économiques et sociales du monde finalement, hein. Donc, c'est une œuvre assez ambitieuse, et donc il essaye d'estimer, en particulier, le poids des agriculteurs, des ouvriers et aussi des travailleurs employés dans les services depuis le XVIe siècle. Donc j'en viens maintenant au document et je vais vous laisser rapidement la parole. Donc là, pour moi, le but, c'est de voir comment est-ce que ce document illustre bien la croissance, la montée en puissance des ouvriers dans les sociétés des pays développés. Donc vous voyez, hein, c'est les pays développés à économie de marché, Japon non compris, hein, sans doute parce que Béroc se concentrait plutôt sur les pays dans lesquels les statistiques étaient malgré tout un peu plus faciles à collecter. Donc je vous laisse rapidement le regarder et me donner quel est l'enseignement principal, hein, par rapport à cette idée de croissance du monde ouvrier, de développement du monde ouvrier. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Là, c'est un document qui est assez simple, mais on essaiera d'en tirer quelques éléments. Alors, j'ai pas de remarque particulière. Bon, le document ici, en fait, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, hein, parce que c'est surtout ça aussi qui m'intéresse avec ces documents. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour vos futurs travaux ou pour vos connaissances? Il faudrait en fait être capable de retenir certains chiffres. Euh, il faudrait être capable de retenir certains chiffres. Alors, en particulier, en fait, ces chiffres, je vais essayer de vous les montrer avec un pointeur. Les chiffres ici de l'industrie, donc, hop, j'espère que vous voyez ce que je fais, que c'est relativement propre. Ici, et puis éventuellement celui-là. Alors, pour cette partie du cours, puisqu'en fait pour les autres parties du cours, on va voir que d'autres chiffres du tableau peuvent nous intéresser. Mais ici, pour cette partie du cours, on peut essayer de retenir ces trois chiffres qui montrent bien l'industrialisation en termes de structure économique et le développement des effectifs ouvriers en termes de structure sociale. Puisque donc on passe au début du 19e siècle euh, d'une proportion de 16% des ouvriers dans la population active pour tous les pays développés, donc c'est Europe de l'Ouest, États-Unis en particulier, Australie, Nouvelle-Zélande, à un tiers, en fait, 32% c'est un tiers, hein, dans le début du XXe siècle. Donc hein, la proportion a doublé. Sauf que dans le même temps, vous avez un effectif qui, lui, a triplé. Hein, donc on va voir ce que ça donne en termes d'effectifs ensuite, on va faire le petit calcul. Mais déjà montrer que l'industrialisation et la croissance des effectifs ouvriers
ont, ont engendré une augmentation de la part des ouvriers dans la population active. Ils constituaient 16% de la population active au début du 19e siècle. Ils en constituent un tiers, hein, au début du 20e siècle, et ça monte jusqu'à quasiment 40% à la fin des Trente Glorieuses. Alors après, moi ce que j'ai fait avec ce document de Paul Béroc, c'est que j'ai fait un petit calcul, hein, pour voir ce que ça donnait en termes d'effectifs ouvriers. Donc je vais vous noter les résultats, je vais noter ici. Alors, ça correspond ici à 12 millions d'ouvriers à l'échelle, donc, alors mondiale pas tout à fait, parce qu'on reparlera d'autres pays dans les chapitres sur le développement, mais à l'échelle donc des pays développés, des pays comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, enfin les pays d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne qui va naître en 1870, vous avez, j'ai envie de dire à peine, hein, 12 millions d'ouvriers, sans doute environ 12 millions d'ouvriers, au début du 19e siècle. Ici, au début du XXe siècle, on est passé à une cinquantaine de millions d'ouvriers. Donc, on a bien une croissance des effectifs ouvriers, puisque les effectifs, ici ouvriers, ont été multipliés par 4, hein, même par un peu plus que 4. Et lorsqu'on est à la fin des Trente Glorieuses, on est à des effectifs ouvriers qui sont plutôt autour de 109, ce qui fait que entre le début de l'ère industrielle 1800 et la fin des Trente Glorieuses, vous avez un nombre d'ouvriers dans les pays développés hors Japon qui a été multiplié quasiment par 10, hein, par 9. Donc on a bien un progrès considérable de ces effectifs ouvriers et ça veut dire forcément que la place de ces ouvriers dans la société elle-même a grandi, hein, puisque leur proportion dans la population active a grandi. On est dans des sociétés qui sont démocratiques, donc si une catégorie sociale a un poids démographique important, elle a forcément un poids politique important, hein, puisque ces démocraties fonctionnent de plus en plus avec le suffrage universel, d'abord masculin et ensuite masculin et féminin. Et étant donné qu'on est dans des sociétés qui fonctionnent avec un suffrage universel, eh ben, les catégories les plus nombreuses sont celles qui peuvent mettre le plus en avant leurs intérêts. Rappelez-vous, on s'est posé la même question avec le vieillissement, hein. Est-ce que dans des sociétés où la catégorie la plus nombreuse en termes d'âge sera les seniors, est-ce que cette société ne va pas privilégier les intérêts des seniors, des personnes âgées, au détriment des autres catégories? Eh bien, là, pendant la courte période parfois on appelle apogée du monde ouvrier, peut-être un peu exagérément, mais pendant cette courte période de l'entre-deux-guerres, des Trente Glorieuses, où les ouvriers constituent vraiment une part massive des travailleurs et en plus qui partagent une culture commune, qui ont des partis puissants, là on est vraiment dans des périodes où les ouvriers ont pu faire progresser leurs intérêts dans les sociétés développées, dans les pays développés. Alors voilà, c'est vraiment comme ça que je comptais utiliser ce document ce matin. Bon, là j'ai été un peu plus seul dans l'analyse, mais c'est pas très grave. Euh, Là, encore une fois, les données à retenir, celles que j'ai entourées en rouge, éventuellement les chiffres que j'ai indiqués aussi en rouge. Euh, Pas forcément les retenir par cœur, essayez au moins d'avoir des ordres de grandeur, hein. Euh, Ici, retenir qu'on est à moins de 20%. Ici, retenir qu'on est à peu près à 40%. Parler d'environ 10 millions ici, d'environ 100 millions ici. Même ces ordres de grandeur pourraient être suffisants pour montrer que vous maîtrisez à peu près l'évolution des structures sociales, l'évolution du poids des différents actifs dans les structures sociales. Alors, je vais laisser quand même la parole à Anaïs pour une remarque peut-être sur le document ou une question. Je te laisse la parole. Monsieur, le document commence en 1500 et on a déjà enfin, les trois démarcations de secteurs d'activité. Mais les secteurs tertiaires en 1500, c'est quoi? Enfin, ouais, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. Bon, évidemment, on voit déjà que c'est environ, hein, puisque c'est quasiment impossible à estimer. Les historiens, comme Paul Béroc ici, hein, s'appuient sur des archives, essaient ensuite de faire des extrapolations, hein, de statistiques. Alors, le secteur tertiaire à l'époque, c'est quoi? C'est malgré tout ce qu'on va appeler les négociants.
Donc des personnes qui vont acheter et revendre de la marchandise, qui vont acheter de la laine à un endroit, la transporter et la revendre à un autre endroit. Il y a à l'époque ce qu'on appelle des grandes foires commerciales, hein, donc vous avez des villes qui se spécialisent dans un type de produit et à l'occasion de ces foires, les commerçants viennent de l'Europe entière par exemple pour acheter, alors ça peut être des foires au drap par exemple, des foires au vin, ils viennent acheter et ensuite ils vont reprendre ils vont revendre dans leur pays d'origine. Donc ça c'est plutôt du secteur tertiaire puisque c'est de la distribution et du commerce. Et puis il y a un autre secteur, un tertiaire qui commence déjà à se développer en fait, alors qui est encore très modeste, mais qui se développe malgré tout, qui est celui de la banque et de la finance. Alors, c'est un secteur qui existe depuis l'Antiquité, en fait, à vrai dire, hein. L'idée que certains acteurs vont se spécialiser dans la collecte d'une forme d'épargne, hein, voilà, de personnes qui ont des lingots d'or dans leur cave et qui vont investir hein, cette épargne dans des projets, par exemple justement dans des projets alors soit pré-industriels ou dans des projets de commerce au long cours, hein, c'est-à-dire des projets, financer des caravanes pour aller chercher des épices en Inde, financer des, des caravelles de plus en plus. Alors 1500, on est au début de la découverte par les Européens du continent américain, donc financer des expéditions, des caravelles qui vont aller chercher des débouchés ou des ressources dans les nouveaux continents découverts par les Européens. Tout ça, ça constitue le secteur tertiaire. Alors, on peut considérer que, alors en France par exemple, il y a une armée qui devient de plus en plus professionnelle au fur et à mesure que le pouvoir monarchique s'affirme, hein, donc à partir du XIIIe siècle, et l'armée devient de plus en plus professionnalisée. Ça aussi, c'est une forme de service, hein, donc ça correspond aussi au secteur tertiaire. Bon, donc, mis bout à bout, hein, finalement, on peut considérer peut-être, mais Béroc met beaucoup de guillemets, hein, qu'environ 10% de la population ont une activité qui n'est pas productive au sens artisanal, ouvrier ou agricole, et donc qu'on peut faire rentrer dans le secteur tertiaire. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Oui, merci, monsieur. Voilà. Alors pour vous, c'est pas inintéressant bien sûr hein, de connaître les structures économiques et sociales avant le 19e siècle, mais stratégiquement, votre programme démarre au 19e siècle, donc c'est surtout là-dessus qu'il faut concentrer vos efforts, hein, bien sûr. Anaëlle, oui, je te laisse la parole. Oui, bonjour. En fait, vous avez expliqué que l'effectif des ouvriers entre 1913 et 1970 avait doublé, mais si, quand on regarde la population active en millions, on voit que ça a aussi augmenté en fait. Donc, est-ce que finalement on peut vraiment dire ça comparé à la population active totale? Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant. Merci pour la question, Anaël. C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître à la fois, donc je prends le pointeur, hein. Il est intéressant de connaître à la fois le niveau, hein, pour montrer que ce niveau a doublé, et on passe alors même plus que doublé, on passe de 50 à 110 millions à peu près hein, de travailleurs ouvriers entre 1913 et 1970. Mais c'est pas mal aussi de connaître la proportion. Alors la proportion, l'augmentation est certes moins spectaculaire parce que comme tu l'as dit, on a dans le même temps une augmentation assez forte hein, de l'ensemble de la population active, mais malgré tout cette proportion, elle continue de progresser. C'est-à-dire que euh, dans, euh, dans le fait de considérer le poids des ouvriers dans la population active, ce poids lui-même continue d'augmenter. Pas un rythme très rapide certes, mais il augmente tout de même. Ça veut dire que malgré tout, en termes de poids dans la structure sociale et de poids politique du coup qui en découle, les ouvriers continuent de progresser tout au long de ce XXe siècle, en tout cas jusqu'aux 30 Glorieuses et jusqu'à la fin des 30 Glorieuses. Passer d'un tiers à 40%, c'est pas une progression effectivement qui paraît euh, énorme et c'est pas une progression fulgurante, mais c'est malgré tout une progression et ça participe de l'idée que les ouvriers continuent de prendre une place importante et de plus en plus importante dans les sociétés des pays développés sur cette période-là. Hein, donc bien distinguer, mais tu as raison donc de bien m'aider et de bien nous aider à faire la distinction, bien distinguer le niveau des effectifs et la proportion dans la population active. Les deux progressent,
même si la proportion progresse de manière moins spectaculaire. Voilà. Est-ce que c'était bien le sens de ta question? Oui, merci. Très bien. S'il n'y a pas pour l'instant d'autres questions, on va bientôt s'arrêter. Euh, j'essaierai de vous envoyer assez rapidement donc les cours pour la semaine prochaine. J'essaie d'anticiper un petit peu. Euh, et la séance de mardi, du coup, sera remplacée. Là, j'ai trouvé normalement un outil pour créer des QCM qui ne nécessitent pas spécialement d'avoir un accès à Pronote. Donc, je vous enverrai aussi un petit travail mardi pour remplacer la session.